Coupure de courant historique en Espagne et Portugal. Que pouvons-nous apprendre? Donc, il y a eu des pannes nationales et historiques en Espagne et au Portugal pendant quelques heures. Les premiers rapports indiquaient un phénomène atmosphérique rare qui aurait fait cracher le système national. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais moi, mon système indépendant, panneau solaire et tout ça, lui, il n'est pas tombé. C'est pas de ça qu'il est question. C'est ton panneau à toi, enfin, tes panneaux solaires et ton système, il est autorégulé. Là, il y a des régulateurs qui gèrent des plus grandes quantités d'énergie. Et celles-ci, elles sont plus fragiles. Et avec tout ça, on a appris que déjà, le courant électrique, il est géré de façon centrale, tu vois. Il y a quelque part un endroit qui gère l'ensemble du courant électrique en France, par exemple. Et ce qui est rigolo, c'est que la veille de ces pannes, il y a eu un reportage à la télé sur le journal, tu vois, je ne sais plus quel journal. Et il parlait de l'électricité, comment c'est géré de façon centrale, que c'est géré quelque part dans une base secrète où il y a des gens secrets, protégés par l'armée, etc., qui gèrent un petit peu tout le réseau. Mais du coup, ça te montre un système centralisé qui, de ce fait, est fragile. Et donc, avec une surcharge solaire, ça peut provoquer ce genre de choses. Ou je ne sais pas si vous vous rappelez, dans notre fameuse série Révélation, l'épisode 0, Apocalypse quantique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est qu'il y aura un moment dans ce scénario mentionné ici, d'un piratage par une intelligence artificielle qui utilise des processeurs quantiques. Les premiers piratages globaux vont apparaître de cette façon-là, des coupures de courant généralisées nationaux. Donc, où on est dans un truc comme ça, d'autres parlent aussi de moyens de pression, parce qu'apparemment, Portugal et l'Espagne ont pris une certaine position par rapport à l'UE sur certains sujets, je ne sais pas lesquels, et ça aurait été des répercussions à propos de ça. En ce qui me concerne, moi, je mise sur les événements solaires, une surcharge provoquée sur le réseau global, et je pense que l'humain est en train d'essayer enfin pas l'humain, mais je pense que les marionnettistes, sont en train de créer des scénarios pour justifier des phénomènes naturels, pour que l'humanité ne voit pas que ce sont des phénomènes naturels et commence à y prêter de plus en plus attention, mais pour que l'humain pense qu'il y a des gens tellement puissants qui peuvent faire ce genre de choses tout le temps, ils contrôlent tout et puis tout est contrôlé et tout est... Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que moi, le scénario, on va dire, pour le coup, officiel, si j'ai bien compris, parce que le sujet, je l'ai vu de loin seulement, il y a eu, c'était pas un phénomène solaire tel que je l'ai compris, mais c'était qu'en fait, il y avait beaucoup de panneaux solaires qui ont produit beaucoup d'électricité. D'un coup d'un seul, il y a une espèce de basculement qui a eu lieu entre une grande quantité d'énergie solaire qui était disponible et du coup, il y a eu des swaps qui ont été faits entre différents types d'énergie. Et en fait, c'était tellement important, ces différences de quantité d'énergie, notamment par les panneaux solaires, que ça a fait dérailler tout le système en fait. Ce qui me paraît être, je sais pas. En gros, qu'est-ce que vous en pensez vous je sais pas si c'est probable dans le sens où je suis pas du tout expert dans ces domaines-là pour savoir est-ce que c'est probable, pas probable, est-ce que ça tient la route. Mais ça me paraissait pas impossible en fait. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de conspirationiser quelque chose qui peut-être ne le mérite pas? Ok, ne conspirationnons pas ça, alors. Parce que par contre, effectivement, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, une chose que je peux apprendre avec certitude, parce que j'aime bien toucher le solide, ce que je peux apprendre avec certitude, c'est que du coup, c'est possible. Une panne d'électricité nationale avec toutes les répercussions qu'elle engendre, ça devient une possibilité. À partir de là, mais on a eu des précédents là, déjà ces dernières années. Au Texas, il y a 2 ans, là, ou quoi, dans l'hiver, il y a eu grosse tempête de neige, tout le solaire, il a gelé, et ils se sont retrouvés en plein hiver avec rien, en fait, quoi. Plus du tout d'électricité pendant plusieurs jours. Pas plus du tout. Il y avait peu d'électricité, mais pas plus du tout. Et là, les systèmes nationaux fonctionnaient. Là, tout est tombé. Nico, moi, je vous dis, on en saura plus sur cet événement, vraiment, en fonction des mesures qui seront prises, parce qu'il y a forcément, il y a eu des morts, il y a eu des gens, ils étaient ventilés, vous savez, etc., qui sont morts. On comprendra mieux cet événement en fonction des mesures qui seront prises, en fait, pour se prévenir de ça. Voilà. Il se peut tout à fait que ça soit un prétexte à
créer un nouveau moyen de distribution d'énergie plus sûr, tu sais, avec un tas de choses plus sûr, plus certain, etc. Mais par contre, plus exigeant en termes de surveillance de ta consommation d'énergie. Enfin, bref, tout ça. C'est ça. Ouais. Mais après, il y a quand même des enseignements. Quelle que soit la véritable raison, est-ce que ce soit celle-là ou une autre, il y a des enseignements qu'on peut tirer de tout ça. C'est que les gens, ils se sont retrouvés à plus pouvoir payer rien du tout avec des systèmes que ce soit payé par téléphone, payé par carte bancaire, des choses comme ça. Les gens qui sont retrouvés le moins mal dans cette situation, c'était les gens qui avaient du cash avec eux. Donc en fait, on en revient un petit peu à ces règles de base. Je me souviens, peut-être 3 ans, on avait fait une émission, Léo, sur la trousse de secours de des quand enfants ça va mal de se lumière, passer. Ouais. Et effectivement, un des points qui revient souvent, c'est voilà quoi. Si vous avez un peu une enveloppe pleine de cash planquée sous un matelas, ça peut être utile dans ce genre de phénomène. Et là, on a vu qu'après une journée. Ouais. Après une journée, c'était quand même déjà beaucoup la panique au niveau des échanges, les gens qui avaient plus rien dans les placards, qui pouvaient plus faire le plein d'essence et tout ça. Donc peut-être que c'est le bon moment de faire une piqûre de rappel sur voilà. Alors évidemment, il y a des gens, ça fait 3 ans qu'ils ont des réserves qui sont peut-être en train de pourrir dans les placards chez certains d'entre eux et qui, j'en ai rencontré pendant le tour, qui m'ont dit voilà, maintenant il faut que je les refasse les réserves et tout ça. On s'est peut-être un peu endormi sur ces trucs-là parce que ça fait depuis 2020 que nous on dit attention, il va se passer des trucs et tout ça. Comme ça n'arrive pas, on baisse la garde. Ok, là c'est peut-être le petit coup de. En tout cas, sur le chemin du CBDS, c'est quand même une sacrée embûche. Je sais pas comment tu vas expliquer après des incidents comme ça en Espagne et au Portugal, aux Espagnols et aux Portugais, que non, en fait, ça va. Tu vois, genre, ça va pas se reproduire. Mais CBDC, les crypto-monnaies des banques centrales, c'est ça dont tu parles? C'est ça. Ouais. C'est vrai. Non, mais en général, avec les cryptos, c'est ce que je dis, c'est une des raisons pour lesquelles ça peut pas marcher, autre que le fait que c'est pas du tout naturel et qu'on a déjà un moyen de paiement qui s'appelle le temps. Okay, c'est quelque chose de comparable au temps. C'est le temps et l'énergie sont liés, n'est-ce pas, les garçons? Et en fait, c'est ça notre monnaie déjà, tu vois. Mais en plus de ça, s'il y a effondrement du système électrique ou du réseau Internet, c'est fini, quoi. Il y a tout qui disparaît. Et moi, dans ces situations-là, alors, je ne suis pas sponsorisé pour faire ça. Je n'ai pas parlé avec la compagnie à propos de ça, mais puisque le sujet l'emmène, moi, j'étais très content d'avoir mon petit kit en bas où il y a un panneau solaire, des batteries, tu vois, et un onduleur, enfin un truc qui permet la transformation du courant de 24 en 220 volts et tout ça. D'avoir une sorte de... Parce qu'ici, on a eu des coupures de courant, mais pour d'autres raisons. Il y a eu 1,20 m de neige il y a 2 semaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une coupure de courant qui a duré plusieurs heures, genre très longtemps. Et Isabella, elle allait bien parce qu'elle avait du courant. Ça allait à la maison, tu vois. Et donc, on filait un coup de main aux voisins, etc. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, on va dire. Donc, les batteries, elles n'ont pas été vides, mais voilà. Et il y a cette compagnie française, Solaristore. C'est là où moi, j'ai acheté les miens. Ils sont super sympas. Ils peuvent filer un coup de main pour les explications et tout. Donc, voilà. Ils ne savent pas que je parle d'eux, donc je n'ai pas de lien ou d'affiliation, quoi que ce soit. Là, à propos de ce que je dis, je lui dis ça juste pour vous. C'est quand même, il y a des kits pour tous les budgets, donc voilà. Et ça, c'est un truc qui peut permettre de se sentir un petit peu plus sûr au cas où. Tu vois, je le vois avec les gens qui ont ce genre de système et les gens qui n'ont pas ce genre de système. Ils sont un peu plus sereins quand ils entendent ceux qui ont ce genre de système sont plus sereins quand ils entendent coupure d'électricité parce que le truc, même s'il se vide, il se recharge avec le soleil, tu sais. Donc tu finis par avoir de l'électricité à nouveau. Bref, l'outil anti-panique. Ouais, pour moi le système idéal, tu sais, c'est les batteries mobiles là qu'ils sont en train de faire, tu sais, qui contiennent les X tonnes d'énergie, je sais pas comment on mesure ça. Et que tu peux recharger avec un panneau solaire mobile, tu vois, un truc 400 watts. Et avec ça, tu peux faire beaucoup de choses de façon autonome, tu vois. Le courant électrique autonome, ça c'est cool. Oui, Rudy, pardon. Mais j'ai juste envie de dire un truc que je disais quand chaque fois qu'on abordait les sujets, parce que je pense que c'est un sujet important. Je sais pas, pour ceux qui suivent les émissions depuis longtemps, moi j'ai eu une coupure de courant pendant une semaine quand j'étais au Canada. Il y a une ligne électrique là dans ma maison au fond des bois qui était tombée. Et ce que je pense que la plupart des gens sous-estiment dans ce genre de situation, c'est pas l'électricité, parce que bon, nous on avait une cheminée, donc on était tranquille, tu vois. Même de l'eau, on avait accès à de l'eau potable et tout ça. Le problème principal, si tu vis en ville, ça va être les toilettes.
ça va être les toilettes en fait. Parce que demain, tu te retrouves au 10e étage d'un immeuble, t'as plus d'électricité, peut-être que t'as plus de pression, parce que si ça se trouve, c'est une pression mécanique, enfin une pression électrique qui est en train de faire monter l'eau jusqu'à ton appartement. T'as plus d'eau, t'as plus de toilettes. Une fois que les toilettes, elles sont occupées parce qu'il y a quelqu'un, il avait bu trop de café ou quelque chose, parce que Léo est passé dedans, en fait, on va dire ça simplement. Et ça va, Léo, on a fait 2 semaines de tour. Là, tu te retrouves vraiment en panique, en fait. Donc, ce genre de situation, c'est quelque chose, surtout pour les gens qui vivent en ville. Je vous invite vraiment à essayer d'y penser. Tu sais, je veux dire, on a une copine, elle a dépensé quelques centaines d'euros, elle a une toilette sèche à la maison. Voilà, même dans un immeuble, c'est pas idéal, hein, dans un immeuble la toilette sèche, on est d'accord, quoi. Mais peut-être que c'est quelque chose qui peut la seule raison pour laquelle ce n'est pas viable, c'est parce qu'après, tu sais pas où le jeter en ville. C'est ça. Tu vois. Mais ça veut pas dire que ça pue ou que ça marche pas. Ça fonctionne très bien et que ça peut te dépanner, tu vois. En plus, ça prend pas de place. Bref, moi, c'est ça, que quand j'ai entendu cette nouvelle, tout de suite, j'ai pensé, je me dis, OK, je sais ce qui arrive, parce qu'à un moment donné, tout va s'effondrer. Le système électrique, Internet, tout va disparaître. Alors, c'est dans quelques années, c'est pas pour tout de suite, mais ce moment est inévitable. Et pour ce moment-là, à quel point je suis prêt? C'est ce que ça m'a rappelé. C'est ce que j'ai appris de ça, et du coup, ça m'a... Voilà. Il y a des objectifs à mettre dans l'avenir à propos de l'énergie. Alors, certains parlent à no-tech, tu vois, parlent en direction no-tech, pas de technologie, donc ils font des outils manuels, des choses comme ça. Et d'autres avec des systèmes de dépannage temporaire, les panneaux solaires avec des batteries. Chacun sa façon, mais c'est un sujet qu'on ne peut plus ignorer. Et en plus, devinez quoi, l'énergie coûte super cher en ce moment, donc ça peut aussi aider à... Le meilleur compromis que nous avons vu, je pense que c'était dans la première maison autonome de... des Baronnais, c'est clair. Les Baronnais, ils ont bac plus 25 en autonomie. Ils ont terminé, ils sont déjà arrivés, quoi. Ils ont franchi la ligne d'arrivée sur toutes ces questions-là, quoi. Donc, mais pourtant, tu as vu, c'est pas une installation excessive. Ça mélange les deux, c'est-à-dire que tu as seulement quelques panneaux solaires, et encore, c'est des panneaux solaires il y a 3 panneaux solaires pas très efficaces et une éolienne. Et avec ça, ils avaient assez de courant pour je suis beaucoup d'accord. de choses. Après, si aujourd'hui tu es dans un T2 en centre-ville, je veux dire, le chemin que tu as à parcourir pour atteindre ce truc-là, il est juste gigantesque. Et donc, j'ai pas envie, moi, que ça décourage les gens, en fait. L'idée, c'est pas d'arriver à cette autonomie totale. Ceux qui y arrivent, tant mieux, bravo, félicitations, les gars, vous êtes des pionniers et il y a aucun problème là-dessus. Maintenant, c'est pas parce que on a très peu de chances d'arriver là dans les 2-3 prochaines années qu'il faut pas commencer à s'y mettre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Moi, c'est juste ça, hein, c'est un appel à... on se sort les doigts du... Mais je me souviens très bien, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ils ont dit de toute manière, la chose la plus importante qu'ils ont déterminée, c'est de quoi ils peuvent se passer, quoi. Qu'est-ce qui n'est pas indispensable? Qu'est-ce qui n'est pas absolument indispensable? Et ça, que tu habites dans un appartement ou que tu habites comme les Baronnais, ça, tu peux commencer déjà à essayer de te mettre dans l'état d'esprit. Quelles sont les choses qui sont dans ma vie, qui sont dans mon quotidien, mais desquelles, au final, je peux me passer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est délester un peu de tout ce poids. Ouais, c'est une première étape. C'est comme ça que les Baronnais ont commencé. Ils ont dit, avant de préparer une vie économique et autonome, qu'est-ce que j'ai pas besoin et que j'ai? Bon, hop, ils ont jeté tout ça et tout d'un coup, il fallait beaucoup moins pour être bien, tu vois. Donc, c'était cool.